Je tiens tout d'abord à vous remercier pour être aussi nombreux ce soir, après vos cours, après votre travail, et pour être ensemble pour parler de réseau. Donc on va en parler à plusieurs titres. Tout d'abord dans le cadre de l'association Alumni et surtout du lancement du club Intelligence économique dont vous êtes tous, la plupart, diplômés ou étudiants. Donc c'est un lancement de club qui est fait avec une équipe super dynamique qu'on va vous présenter juste après, avec la responsable qui se situe juste à côté de moi, Axel Popard. Moi je m'appelle Samuel Jeanne, je suis le vice-président, membre du bureau d'Alumni. Et en fait, tout d'abord, je voulais vous parler justement de ce qui nous concerne ce soir, du réseau. Qu'est-ce que c'est avant tout un réseau qui est efficace? C'est un ensemble de personnes qui constituent votre cercle, de personnes avec qui vous avez construit des relations assez fortes, des membres de votre famille, des proches, des amis, comme on peut s'en faire à l'IAE de Poitiers, des relations professionnelles. Et c'est des relations sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer parce qu'en fait, vous avez des relations qui sont créées, qui sont assez fortes. Vous allez pouvoir vous entraider mutuellement et c'est ça qui définit avant tout un réseau. Après, comme vont l'évoquer M. Marcon et M. Moinet en faisant référence à leur livre, ça c'est un prérequis pour pouvoir se servir d'un réseau, mais avant tout, le réseau il doit être dirigé, entretenu et avoir un objectif, une stratégie. Donc pour cela, vous avez un super atout avec vous, c'est le réseau Alumni, et vous encore plus, le club IE. Le réseau Alumni, c'est avant tout 2700 diplômés chaque année qui viennent grossir cette force de frappe qui est immense. On est dans toutes les entreprises du CAC 40, on est dans des PME, il y a des créateurs d'entreprises, on est dans toute la France et même à l'international. C'est une force incroyable pour vous. Ça vous sert à plusieurs choses. Ça vous sert tout d'abord à faire des rencontres, des personnes sur qui vous allez pouvoir créer des affinités. Sûrement, vous avez tous dans vos promotions des amis que vous êtes faits et qui resteront peut-être à vie et qui seront là pour vous aider. Si je prenais un exemple personnel, moi je suis rentré en tant qu'alternant chez BNP Paribas grâce à quelqu'un de ma promotion. Et j'ai trouvé un poste dans le groupe BNP Paribas grâce à une autre personne de ma promotion qui m'a mis en relation avec son responsable. Donc c'est vous montrer un peu que juste si on active les contacts et qu'on sait les activer, ça peut être très, très utile et ça me servira encore. Ça m'a servi dès ma naissance, ne serait-ce que parce que m'ont inculqué mes parents et mon entourage, et ça me servira encore longtemps. Et justement, le réseau Alumni est là pour vous appuyer en ce sens. Donc pour cela, en fait, vous créez des liens grâce à Alumni. Ça permet de garder un lien aussi avec l'IAE, qui est un peu notre maison à Poitiers, où on partage des valeurs, une formation, et également ça vous accompagne dans votre carrière professionnelle. Donc pour cela, nous, ce qu'on fait en tant qu'alumni, on a avant tout le rôle de vous accompagner si vous avez rencontré des difficultés, par exemple à trouver un stage, une alternance, un travail. On est là aussi pour vous appuyer, pour essayer de vous mettre en relation, soit avec, par exemple, les enseignants de l'IAE, ou avec de l'administratif, ou avec des professionnels qui font partie de ce réseau. Pour cela, on a un outil de frappe qui est assez puissant. On a développé une plateforme qui s'appelle, vous tapez Alumni Poitiers sur Google, vous la trouverez rapidement. Je vous invite à que vous créez un profil dessus. Dedans, vous allez retrouver les événements du réseau, vous allez retrouver les offres d'emploi, des offres de stage, d'alternance. Vous allez retrouver aussi des actualités et vous allez retrouver aussi votre espace Club IE qui va se développer bientôt. Et au-delà de ça, nous, ce qu'on fait avant tout, c'est aussi de créer des moments pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir échanger comme ce soir, pour pouvoir vous aider à constituer aussi votre réseau. Vous, de votre côté, ce que vous pouvez faire pour le réseau, c'est tout d'abord le rejoindre. Alors, soit juste en vous créant votre compte et en suivant tout ce qu'on fait. Vous pouvez également cotiser pour cette association afin de nous aider aussi à vous fournir le maximum de choses. D'ailleurs, nous, on aimerait développer plein de choses. On aimerait vous aider, par exemple, dans votre carrière sur des formations un peu sur les ressources humaines, comment négocier son salaire, comment savoir se vendre, comment refaire son CV, tout ce genre de choses qui peuvent vous aider à avancer dans votre carrière pro. Donc ça, c'est pas tout de suite. Ouais. Petit souci technique. Allez, à du direct. Il s'est peut-être mis en pause, non? Il s'est mis en pause. Et donc, pas de problème, que des solutions. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, la cotisation est assez importante, c'est 20 € à vie. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas, donc je vous invite à le faire le plus rapidement possible. Autrement, bien sûr, venir aux événements. Créez-vous même des contacts. Si vous avez envie aussi d'organiser des choses dans le cadre de l'école,
vous pouvez le faire, on vous aidera à le mettre en place. Parce que par exemple, il y a le club IE qui est surtout localisé sur Paris, mais si vous avez envie de faire des événements à Poitiers pour le club IE ou pour Alumni dans une autre ville, contactez-nous et on vous aidera à mettre ça en place. Et puis bien sûr aussi, on cherche toujours à faire grandir nos équipes, donc vous pouvez devenir un membre à part entière de l'équipe Alumni si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vais passer la main à Axel et à sa super team. Bonsoir à tous. Nous, on est super contents de pouvoir enfin fêter le lancement de ce club IE, qui en fait est dans les tuyaux depuis quelques mois déjà, puisqu'on a réussi à lancer un peu la dynamique quand on était tous ensemble réunis dans 20 mètres carrés pour faire les cours à distance entre 2 confinements. Donc voilà, pour l'anecdote, on s'est dit que ce serait une bonne idée et que surtout si nous on ressentait le besoin pour notre future vie active et surtout notre lancement sur le marché du travail, c'est que certainement d'autres ressentaient le besoin aussi. Et on a eu la chance que Alumni ait le même projet que nous et que ça puisse se concrétiser ensemble. Du coup, le nouveau club IE de l'Alumni, je vais peut-être pas m'appesantir sur les avantages du club IE puisque finalement ça rejoint ce que Samuel a dit, mais ça va être adopter une logique de réseau qui est inhérente à notre formation, ça va être capitaliser sur son avenir professionnel, puisqu'il me semble que certains d'entre vous ont pu trouver des alternances ou des stages grâce à leur réseau, donc c'est que quelque part c'est quand même utile. Et puis rencontrer de nouvelles personnes et puis partager des centres d'intérêt communs et pourquoi pas en découvrir d'autres en activant ces relations. Je t'en prie, tu peux passer la diapo. Merci beaucoup. Et du coup, la présentation de l'équipe, moi-même, responsable du club. On a une petite équipe chargée de projet avec Laura, Louis et Anne. Et puis des chargés de développement avec Manon Nardeux et Vincent Leca. On est tous issus de la promo 2021, donc on est tous de très jeunes alumni. Et je pense que tu peux passer. Merci. Les projets à venir. Alors, on a plusieurs formats, dont certains qui seront récurrents et d'autres plus ponctuels. Dans les récurrents, on va avoir des after-work mensuels, dans un premier temps à Paris, parce que c'est plus simple pour nous, parce qu'on est tous sur place, l'équipe. Et puis, il y a quand même beaucoup d'alumni qui sont sur Paris. Mais comme Samuel le disait, évidemment, on est ouvert à des propositions de gens qui pourraient faire les relais pour lancer ça sur Poitiers ou même d'autres villes, avec grand plaisir. C'est juste que pour l'instant, pour nous, c'est un petit peu plus simple le temps que ça se lance. Après, on va avoir des événements un petit peu plus ponctuels, donc comme des conférences ou des débats, des tables rondes avec des intervenants, pourquoi pas extérieurs, mais toujours sur des thèmes de l'IE. Et puis, pourquoi pas des retours d'expérience, d'alumni, des présentations de métiers, des choses peut-être un petit peu plus concrètes d'expérience de nos anciens du master. Merci Manon. Et pour à venir, notre petite timeline, en décembre, donc l'afterwork mensuel de décembre à Paris. En mars 2022, on compte organiser une petite conférence. Enfin une grande conférence, une grosse conférence. Et en juin 2022, on a organisé, en partenariat avec la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris, une table ronde dont le sujet reste encore à définir, mais qui sera sûrement sur un thème de l'IE. Donc voilà, très sympathique. Et puis septembre et décembre, nos événements de rentrée et de fin d'année. Et puis évidemment, tous les afterwork mensuels que je n'ai pas indiqués dans la timeline puisque c'est récurrent. Et du coup, notre prochain rendez-vous, ce sera la soirée de lancement à Paris cette fois-ci. Donc le 25 novembre, je pense que certains d'entre vous pourront être là, je pense notamment au Master 2. Ce ne sera pas exactement le même format que ce soir. Donc voilà, vous ne ferez pas doublon et puis vous rencontrerez des gens de Paris. Donc je vous invite à venir. Et beaucoup d'alumni à Paris. Donc voilà, on vous invite à nous rejoindre et sur la slide suivante, il y a même le petit QR code si vous souhaitez rejoindre la communauté sur LinkedIn. Ce sera avec plaisir puisque c'est là qu'on communique le plus pour l'instant. Donc voilà, merci encore d'être parmi nous ce soir. On est vraiment très contents de pouvoir lancer ce club enfin.
Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et je vais laisser la main à Monsieur Marquand et Monsieur Moinet. Oui, il vaut mieux nous en donner 2, ça nous permettra de rebondir plus facilement. Merci Axel, merci Samuel, merci de votre invitation. On est très content d'être parmi vous ce soir. On a une actualité, évidemment. Samuel, tout à l'heure, disait, pour adhérer à Alumni, c'est combien ? 20 € à vie. Alors, 20 € à vie, c'est absolument parfait. Alors, si on peut le dire, le livre est un 20 € également. Mais c'est un investissement, c'est-à-dire que vous pouvez très bien le revendre. Non, je dis ça parce qu'on a vu que notre ancien livre Stratégie Réseau, le premier, était en vente sur eBay à, je crois, 200 €. Donc aujourd'hui, non, ce n'est pas inclus, mais vous l'achetez 20 €, peut-être que dans 10 ans, vous pouvez le revendre 200 € sur eBay. Réfléchissez-y bien. 20 € seulement. On aurait pu mettre 19,99, mais on n'est pas en marketing. Comme on est en IE, donc on a raté un petit peu le coche là-dessus. Oui, enfin, oui. Mais on n'est pas des commerciaux non plus, sinon on ne serait pas là. Enfin bon, bref, voilà. Bon, en tout cas, c'était intéressant ce que disaient à la fois Samuel et Axel sur ce qu'on peut attendre du réseau. Samuel a parlé des liens un peu forts qu'on peut créer avec les anciens de la même promo qu'on va continuer à rencontrer, ceux d'autres promos qu'on va pouvoir découvrir. Et puis même des liens qui, même n'en étant pas forcément très forts, même si vous n'êtes pas très liés avec les gens du club, eh bien, cette simple fréquentation par l'intérieur du club peut vous être utile, à la condition bien sûr que vous alliez sur la partie qu'a présentée Axel, c'est-à-dire sur la partie rencontre. Puisqu'il s'agit juste d'investir 20 € seulement pour une inscription à vie, et ensuite de se tenir quitte d'avoir été inscrit, évidemment ça ne servira pas à grand-chose. L'essentiel, ce n'est pas la plateforme, c'est la vie qui est impulsée à travers le club IE et que Axel a présenté avec ses étapes de mise en œuvre et ses rencontres directes. La poignée de main est toujours plus intéressante que le clic, toujours plus performante que le clic. Alors pour cette soirée, on va vous parler un petit peu d'une petite histoire de stratégie réseau. Une petite histoire parce que finalement cet ouvrage qui est sorti au mois de juillet dernier, ça a été un plaisir de retravailler un sujet qui était déjà un sujet dans notre histoire professionnelle depuis de très longues années. Ça a commencé presque par un premier bouquin qui s'appelait La stratégie réseau. Stratégie réseau, le petit livre de la stratégie réseau, puisque c'est un petit livre rouge, donc forcément... Alors je signale quand même qu'il y en a des éditions très rares. Oui, c'est un petit livre rouge, mais la comparaison s'arrête là. On en a vendu moins que Mao, mais on a fait moins de morts. C'est la différence. Voilà. Alors donc, 2000, c'est leur année de naissance pour la plupart de ceux qui sont là, oui. Enfin du moins les jeunes. Voilà. Ouais, presque. Je dis pas ça pour casser le moral. Mais... Ce qui était, alors, pourquoi ce bouquin il est né? Ce bouquin il est né évidemment de la rencontre entre l'analyse que pouvait faire Nicolas des problématiques de réseau, ce que j'avais pu développer moi-même dans ma recherche, et puis le constat qu'en fait beaucoup de gens parlaient des réseaux à l'époque au niveau des chercheurs. Beaucoup de gens parlaient des réseaux, mais on nous parlait d'outils de calcul, d'outils de schématisation. Et il y avait un mot qui manquait tout le temps. C'était stratégie. C'est-à-dire, en gros, on décortiquait les réseaux, on observait les réseaux, on calculait le chemin le plus court d'une personne à une autre, mais on n'en faisait rien. C'est-à-dire qu'on ne posait pas l'idée que le réseau était véritablement un instrument stratégique au service du fait d'avoir une stratégie. Parce qu'évidemment, si on n'a pas d'idée, si on n'a pas de projet, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, on s'est retrouvé sur cette première étape en disant il faut sans doute penser que le réseau est un outil stratégique au service de. Ce n'est pas une fin en soi, ça n'a jamais été une fin en soi, c'est un outil au service de. Donc, on a publié ça dans des éditions en ligne à l'époque. Ce qui était intéressant parce que c'est quelque chose qui n'était donc pas dans les librairies et qu'on a trouvé, que les gens ont trouvé et qui s'est relativement bien vendu, me semble-t-il, aux éditions 0 heure. Ouais, je ne suis pas sûr. Mais Si, on en a vendu plus de 500, c'est pas mal. 500, c'est pas mal. Pour un bouquin vendu en ligne. Puis après, l'éditeur a fait faillite. Mais ce n'est pas de notre faute. Par contre, c'est un livre qui est extrêmement cité. Ouais. Si vous allez sur Google Scholar, vous pouvez regarder les citations de cet ouvrage, c'est assez incroyable. Il a été traduit en brésilien. Oui, vous verrez ça tout à l'heure. Et en fait, il a été très cité. Donc comme quoi, ce n'est pas toujours les livres qui se vendent le plus qui sont les plus cités. Ça dépend ce qu'on veut, en fait.
Alors c'était un bouquin de chercheurs, donc on n'avait pas trop envie d'en rester au stade des bouquins de chercheurs. On a fait un ouvrage qui était plus destiné à, on va dire, un niveau cadre, des gens qui avaient une capacité à rentrer des choses qui n'étaient pas triviales, mais quand même à les mettre en œuvre. Et donc il y a eu 2 éditions, toujours chez Duno, développer et activer vos réseaux relationnels. Je dis toujours parce qu'on a aussi publié d'autres choses chez Duno. Et donc en 2007, on avait un ouvrage qui pouvait être diffusé pour des gens ayant envie de rentrer un peu dans la démarche. Et nous, en parallèle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à développer notre travail de recherche, avec des thématiques qui sont des thématiques de chercheuses, de recherche, l'analyse conceptuelle, quelles sont les questions managériales, quelles sont les questions stratégiques. Alors juste pour le fun, pour vous montrer qu'on ne s'est pas non plus trop endormi, analyse conceptuelle, il y avait la stratégie réseau au départ, analyse managériale, ça va venir, ça devrait venir. Ah bah, faut que j'annule l'autre. Hop, j'arrête celui-ci et je vous mets l'autre. Et voilà. Vous allez voir ce que c'est que du mind mapping. Ah, Ils oui. ont de la graine, les jeunes. Bon, on a bossé un petit peu sur les questions managériales avec des choses qui nous questionnaient. Par exemple, avec notre collègue Guy Massé, une réflexion sur les fondements de l'influence dans le réseau, dans une logique d'intelligence économique. Et Guy Massé va d'ailleurs, avec Nicolas, de publier un ouvrage pour rebrasser un certain nombre de questions qui sont importantes, des questions de management. Qu'est-ce que c'est qu'un levier, l'intelligence économique, le réseau comme levier de développement? Et puis des questions stratégiques, tout plein de questions stratégiques. Et puis, à un moment donné, en 2007, on a pu publier d'ouvrages grand public, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui nous a paru manquer un petit peu, parce qu'on pensait bien, et Nicolas le disait, la stratégie réseau est pas mal citée. Enfin, je ne vous ai pas montré, parce qu'elle est jolie quand même, la couverture de la version brésilienne. Voilà, Stratégia Regge, très joli ouvrage, introuvable, très référencé. Les chercheurs brésiliens, ils font énormément référence. On n'a jamais signé le contrat, on n'a jamais gagné un sou là-dessus. Si. Pierre Fayard a récupéré l'argent. Vous l'avez, bravo, on peut tout dédicacer, il n'y a pas de problème, ça coûte pas cher, c'est pas 20 euros. Et donc à un moment donné, on s'est dit, il faut quand même que... On se demande pourquoi ça n'a pas été tellement repris, et on va s'y remettre. Et ça a donné stratégie réseau. Alors, il suffit juste de regarder un petit peu que le premier titre, c'était la stratégie réseau, et que là, on a mis le réseau au pluriel. Ça ne paye pas de mine, mais ça veut dire qu'entre-temps, on a quand même pas mal réfléchi que la situation était différente. La situation est différente parce que entre 2000 et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose que tout le monde a bien intégré, c'est l'émergence des réseaux sociaux numériques. Et une des questions importantes, c'était est-ce qu'on se dit que les réseaux sociaux numériques, finalement, sont devenus l'essentiel des logiques de réseau entre les individus? Ou est-ce qu'on se dit que les réseaux sociaux numériques sont une partie du sujet, et seulement une partie du sujet? Oui, je peux rajouter une chose. Il faut que vous compreniez, mais ça vous intéresse en tant qu'étudiant en IE, c'est que l'IE s'est spécialisé sur les gros mots, en fait. C'est-à-dire que quand vous regardez bien l'histoire de l'IE, je vous rappelle qu'on parle d'IE en 93, donc d'intelligence économique, parce qu'on ne veut pas parler de renseignement. C'est un gros mot. Il faut attendre les années 2000, surtout 2008, pour que le renseignement, maintenant, tout le monde, ça ne pose plus de problème à personne. Ensuite, les réseaux. Quand on a commencé sur les réseaux en 2000 et quelques, Christian l'a dit, soit il y avait des ouvrages sur les réseaux informatiques, soit les seuls qui parlaient de réseaux, c'était les journalistes. Les réseaux des francs-maçons, les réseaux des chasseurs, les réseaux de la droite, etc. etc. Et ce qui va arriver pour vous maintenant, c'est de dédiaboliser, normaliser, ça va être la notion d'influence, qui aujourd'hui, évidemment, est absolument majeure et qui n'est pas encore entrée dans les mœurs. Mais toute l'histoire de l'intelligence économique, c'est finalement de rendre acceptables des notions qui sont évidentes chez les anglo-saxons, par exemple, mais qui, chez nous, on ne sait pas pourquoi, historiquement, posent problème. Et c'était le cas des réseaux.
avec une inversion, vous êtes des enfants effectivement des réseaux sociaux, hein, je parle à nos jeunes étudiants, mais il faut savoir que les réseaux sociaux ont inversé complètement, alors là ça a totalement libéré, mais avec un prisme un peu différent, ou une limite qui est de dire finalement voilà, on a des réseaux sociaux, on a des plateformes, donc tout ça, ça va couler, quoi. Et en fait, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Finalement, donc ça nous a relancé, non pas là pour dédiaboliser la notion de réseau, mais pour dire attention, n'allons pas trop dans l'outil, voilà, dans la technophilie. Réfléchissons en termes, recommençons à réfléchir en termes stratégiques. LinkedIn est un outil très intéressant. Très puissant même. Qu'est-ce que vous faites des milliers d'amis que vous avez sur LinkedIn? Il y en a quelques-uns qui vont peut-être jouer un rôle, et puis il y en a beaucoup d'autres qui sont là parce que vous avez eu la faiblesse de dire d'accord, et puis il ne se passera jamais rien. Enfin, je fais partie des gens qui ont plus d'1 millier de contacts sur LinkedIn. Bon, allez, il y en a quelques-uns avec lesquels il s'est un jour passé quelque chose professionnellement, mais la plupart des autres, c'est parce que, après tout, pourquoi pas? Mais avec quelle utilité? Et c'est vrai qu'au départ, quand on a publié la stratégie réseau, on s'est fait rentrer dedans, en disant les réseaux, c'est pas bien. C'était l'époque où les économistes disaient il doit y avoir une concurrence par la qualité du produit et par la concurrence commerciale. Le réseau, c'est une entrave à la liberté. Oui, théoriquement, ça marche bien, ça. En réalité, ça ne fonctionne pas. Et quand on a publié Développer et activer vos réseaux relationnels, on a même des gens qui nous ont dit mais vous allez mettre vos photos derrière en 4e de couverture, vous n'avez pas peur? Ben non, pas peur de mettre la photo derrière. Et donc, il fallait reprendre les choses, en particulier parce que autant LinkedIn est un outil puissant, Nicolas leur disait, autant il peut réellement permettre des choses, autant c'est sans doute se leurrer que de penser dans la plupart des domaines d'activité, il suffit, entre guillemets, conditions nécessaires et suffisantes, d'avoir un réseau sur LinkedIn. Point. Si vous ne cultivez pas votre réseau sur LinkedIn, il se passera à peu près rien. Sauf si vous êtes tellement connu, identifié, recherché, que forcément les gens vont venir vers vous parce qu'ils ont envie de quelque chose. Et quand vous n'en êtes pas là à votre stade de la carrière, voilà, c'est pas ça. Alors, dans notre bouquin, mais dans beaucoup d'ouvrages, il y a une dédicace. Et nous, ça nous a paru évident parce qu'en fait, ce qui est dans l'ouvrage, c'est le résultat de nos travaux, mais c'est aussi le résultat de toutes les rencontres qu'on a faites avec des professionnels qui ont bien voulu partager un petit peu de leur expérience. Parce qu'aborder des choses uniquement sous l'angle théorique, théorie, c'est un très joli mot. Théorie est un très beau mot parce que ça nous permet à un moment donné de prendre la distance par rapport à la glaise et de trouver une façon de regarder la glaise. Et donc ça, c'est essentiel. Mais faire un bouquin pour une approche théorique des réseaux, ça ne nous intéressait pas. Et donc, on s'est nourri de tout ce que les professionnels ont pu nous donner comme truc. Il y en a un certain nombre qui sont dans l'ouvrage. On s'est nourri aussi de toutes les questions que nos étudiants ont pu nous poser, soit dans les cours, parce qu'ils étaient comme vous, étudiants en licence, en master, soit dans les formations professionnelles qu'on a pu faire. J'ai dû faire 30 ou 35 formations professionnelles sur 2 jours, avec des gens qui sont en activité, qui utilisent les réseaux, mais qui ne savent pas trop finalement comment améliorer leur pratique. Et en particulier, moi je suis frappé par ces gens qui sont dans les administrations, à qui on dit « demain, vous travaillerez en réseau » et qui viennent à des formations en disant « mais moi je ne sais pas faire, on m'a toujours appris à respecter la hiérarchie ». Et pour eux, c'est compliqué. Et toutes les questions qu'ils ont posées, ces étudiants de toute nature, vous, eux dans les formations, nous ont vraiment aidés à avancer, nous ont aussi obligés à réfléchir plus loin et nous ont donné envie de partager ça dans le cadre de l'ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on a mis au menu? C'est toujours pareil, il faut une bonne entrée, il faut un bon plat de résistance, un bon vin et un bon dessert. Alors, on avait beaucoup de matière, des choses qui finalement n'avaient pas tant évolué sur le fond, des choses qu'il fallait entièrement repenser parce que l'arrivée des réseaux sociaux avait changé un petit peu certaines règles du jeu, et on avait la possibilité en plus de faire un choix dans les choses qu'on avait vraiment envie de reprendre aujourd'hui et celles qu'on voulait laisser de côté. Donc il y a 2 parties, on parle de ce que c'est que la dynamique des réseaux, ça peut vous paraître évident, normalement, ayant fait de l'intelligence économique, ça devrait vous paraître évident la dynamique des réseaux. Évident dans le principe. Vous ne trouverez pas un seul praticien de l'intelligence économique qui ne vous dise pas « hors du réseau, point de salut en intelligence économique ». On le dit. Après, on ne décortique pas toujours le pourquoi du comment, mais en tout cas, on l'affirme en général.
Oui, je suis tombé sur un gros bouquin chez Gilbert Decazes, ça s'appelle Les Grands Fauves. C'est les grands capitaines d'industrie français, très intéressant. Et en fait, il vous explique que le principal outil qu'ils ont utilisé, ça a été le réseau, quoi. Alors, je crois ils sont quasiment tous retrouvés dans des réseaux du type entreprise et cité, ensuite le siècle évidemment ou d'autres. Mais en fait, c'est vraiment fondamental pour comprendre les grands capitaines d'industrie français, hein, les Bolloré, Arnaud, etc., etc. Donc c'est vraiment les réseaux ont une dynamique qui est très intéressante à suivre. Les réseaux, c'est pas la plaine, c'est la montagne. Dans la plaine, vous avez toujours des routes à droite, des routes à gauche, des lignes droites. Vous roulez tranquillement, vous prenez vos virages, tout va bien. Vous débrouillez toujours. Dans la montagne, pour reprendre une expression qui m'avait beaucoup marqué chez un bûcheron, dans la montagne, si tu es tout seul, tu es un couillon. Parce que si tu arrives quoi que ce soit, eh ben, tu es tout seul, quoi. Si tu as un accident, si tu as un problème, tu te débrouilles tout seul. Et c'est la montagne parce que les routes sont jamais faciles et qu'on a besoin de se connaître et d'avoir envie de s'appuyer sur les autres parce qu'on réussit beaucoup mieux comme ça. Donc dynamique des réseaux, alors évidemment on a repris des éléments sur la cartographie des réseaux. À un moment donné, c'est un exercice difficile, mais ô combien important de dire mais en fait je suis en réseau avec qui? Ça, c'est pas simple du tout. On a prévu quelques repères stratégiques, la boussole, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de projet, il n'y a pas de stratégie, quelle carte on prend. Et puis on aborde des choses qui ont été développées avant nous, bien sûr. C'est très important, ça a été développé par d'autres chercheurs, la centralité par exemple, être central. Samuel a choisi une très bonne position, Axel aussi. Ils sont à leur place, ils sont centraux dans le dispositif. C'est-à-dire qu'ils sont en position, ils peuvent avoir plein d'informations, ils peuvent diffuser des informations, ils sont légitimes pour organiser des choses, ils sont légitimes pour être pilotes, ils ont une très bonne position parce qu'ils sont suffisamment centraux dans le dispositif. C'est quelque chose à prendre en considération, ça. L'engagement, le contrôle, comment on joue là-dessus, et puis la stratégie en réseau en action, quel est votre levier d'influence, sur quoi on s'appuie, on va y venir, quel est votre profil de réseau, comment manager, et là il y a des choses qui sont importantes, des choses importantes, et puis comment développer une stratégie réseau. Bref, il y a des choses qui me questionnent moi individuellement, mon projet, ma cartographie, comment je suis, où je suis aujourd'hui en termes de positionnement par rapport aux autres. Et puis, il y a des éléments qui concernent le collectif. Dans un réseau, quelle est ma position? Dans un réseau, quel est mon savoir-faire? Dans un réseau, quelle est ma stratégie? Qu'est-ce que je maîtrise de la stratégie? Et donc, c'est tout ça qu'on a embrassé. Alors, il y avait plein de choses dont on aurait aimé vous parler, mais on a finalement fait le choix de vous reparler de deux choses qui sont, pour nous, c'est des incontournables. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, forcément, ces questions-là, on doit se les poser. Forcément, on doit se les poser. La première question importante, c'est mais quel est votre support d'influence? Nicolas disait tout à l'heure, c'est un des gros mots à rendre banal. Quel est notre support d'influence? Parce que finalement, quand on est tout jeune diplômé, regardez la situation de ceux qui viennent de lancer la cellule, là. On est tout jeune diplômé. On a un poste en entreprise, mais on n'est pas encore big boss dans l'entreprise. On n'est même pas celui ou celle qui a la plus longue expérience dans l'intelligence économique. Donc on n'est pas forcément la personne la plus gradée en termes de titre. On n'est pas chef d'entreprise, on n'est pas responsable d'un grand service. On n'a pas. Qu'est-ce qu'on a comme atout? On a 3 atouts. 1, l'envie de faire et l'engagement. C'est ce qu'ils ont fait. 20 mètres carrés, merci le confinement. On décide de s'engager et de faire quelque chose, ce que ne fait pas tout le monde. Alors que logiquement, en intelligence économique, on ne passe pas ses journées derrière un écran à attendre que les informations se moulinent. On s'engage. Ils ont du savoir-faire, des compétences. Et ils ont une capacité à emporter ça, à donner envie de suivre. Il suffit de voir comment vous avez très bien apporté ça, Axel, comment Samuel a apporté ça. Une capacité à emmener avec soi. En réalité, ça c'est important pour vous qui êtes ou encore en études ou tout juste diplômés. Non, mais je suis très étonné, enfin je suis étonné dans le bon sens du terme, ils sont venus à Poitiers, c'est un vrai engagement, c'est un vrai activisme. Alors l'activisme, ça prend du temps, ça demande un investissement, mais ça coûte.
Ça coûte en temps, ça coûte financièrement, mais c'est absolument essentiel pour commencer en fait une carrière entre guillemets de stratège réseau, parce que c'est souvent par là qu'on commence, hein, rarement par les autres majeurs d'influence sur lesquels on va revenir. Voilà, donc ça c'est vraiment essentiel. Donc ça nous paraît important parce que bon, nous on vit dans une structure universitaire dans laquelle le grade a de l'importance. On sait, quand on vit dans ce genre de système, que le jour où vous êtes professeur des universités, vous aurez accès à certains cénacles auxquels vous n'aurez pas accès avant, parce que c'est comme ça. Il y a des moments où quand on discute certaines évaluations, ben, ma foi, on reste entre grands. Ça, c'est un moment où on a une forme de légitimité. Celle-là, elle va bien dans les milieux administratifs. Mais quand on sort des milieux administratifs, qu'est-ce qu'on a comme légitimité ? Il y a des moments où vous pouvez arriver en disant « je suis professeur des universités, d'accord, et alors ? En dehors de ton domaine d'expertise, tu sers à quoi ? Tu es capable de faire quoi ?» Donc ce qui est important, c'est de ne pas considérer que tous les réseaux sont homogènes, qu'ils fonctionnent tous sur la même base. Il n'y a pas one best way, il n'y a pas la meilleure façon d'être en réseau. Il y a des supports d'influence sur lesquels on peut s'appuyer. Et là, c'est un peu des choses dont parlait Samuel tout à l'heure. C'est mon savoir-être, ce que j'ai appris à faire, la façon dont j'ai appris à me comporter avec les autres. C'est aussi ma capacité à écouter. Tout à l'heure, on va avoir un temps de détente et d'échange. Les gagnants et les pas gagnants. Les gagnants, c'est ceux qui vont discuter, qui vont échanger, pas forcément d'ailleurs avec leurs copains ou leurs copines habituelles, parce que ça, vous les voyez tout le temps, donc vous les connaissez. Ce n'est pas le moment de continuer à discuter avec eux. Mais ceux qui vont éventuellement passer leur timidité pour aller discuter avec quelqu'un d'autre, quelqu'un des organisateurs de nous, ou des collègues, ou des étudiants et des diplômés qui ne connaissent pas, juste pour commencer à engager l'échange. Parce que si vous ne le faites pas à un moment donné, ça ne marchera pas. Donc, il y a des savoir-être qui sont favorables, et dans ces savoir-être favorables, il y a entre autres la capacité à s'engager, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'activisme. Il y a aussi le fait de ne pas prétendre ce qu'on ne sait pas faire, de ne pas se faire prendre en défaut de compétences, parce que là on est très 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 mal. Et puis après, il y a la façon dont vous emportez tout ça, c'est le charisme. Est-ce qu'on a envie de vous suivre ? Donc vous avez plein d'atouts, même tout jeune diplômé, même pas encore diplômé, vous avez forcément des atouts pour entrer en logique réseau et y réussir bien. Alors évidemment, quand les années passent, logiquement, vous cumulez, tant mieux. Mais on n'a pas à se sentir mal à l'aise quand on est étudiant en se disant « mais moi je ne suis pas légitime dans les réseaux parce que je suis que étudiant ». Et ça, c'est une fausse approche, c'est une mauvaise approche. Peut-être donner l'exemple de Valentin, je suis désolé, il y en a certains qui le connaissent cet exemple, mais vraiment, on n'insistera jamais assez. Donc Valentin Gervy, très activiste, qui faisait beaucoup de choses. Et puis il y a un afterwork, je ne sais plus si Samuel était présent, à la Tomate Blanche, là, c'était il y a quoi, il y a 3 ans, non ? En 2019. Oui, c'est ça, donc c'était avant le Covid, donc c'était en septembre ou octobre 2019, c'est ça. Donc Valentin, il travaillait chez Airbus Défense, il finissait son contrat, et il vient à Poitiers. Oui, quand même, donc il est activiste, et puis il était... Et donc, c'était quelqu'un de très compétent que j'avais pu suivre en apprentissage. Donc, je discute avec lui. Donc, il prend le temps de venir discuter avec moi. Il aurait pu discuter avec ses copains. Il était content. Il vient discuter avec moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches du boulot ? Il me dit oui. Je lui dis, tu sais, au MEDEF de Niort, ils cherchent quelqu'un sur la gestion des risques, aller voir les PME adhérentes, à les aider à faire un audit des risques. Ça pourrait t'intéresser. En tout cas, tu as la compétence. Tu devrais aller les voir. C'est un ancien du Master IE qui est le délégué général. Va les voir. Oh, il était de Paris, on peut vous faire un dessin, mais Niort, t'es sûr faut voir, c'est pas loin de La Rochelle, mais c'est sympa en plus. Enfin, bon. Je lui écoute. Je remercie de me lancer une peau de banane. Oui, c'est vrai que Houellebecq parle de Niort dans un de ses... Oui. Donc il me casse mon truc là. Hein. Non mais bon, mais attendez quand même. Donc je lui dis écoute, il te paye le billet, c'est un ancien du Master IE, tu vas voir le job, c'est un très très beau MEDEF, là. Il y a 500 adhérents, des très belles boîtes, etc. C'est très dynamique.
Tu vas voir, et puis tu dis non. Après tout, tu auras passé une journée, tu seras baladé, tu iras manger des huîtres à La Rochelle. Voilà. Donc il y va. Donc il a la compétence. Il est recruté, bien sûr. Il est recruté, il comprend tout de suite qu'il y a une super équipe en fait au MEDEF, qu'il va, il va rester là quelques années, il ne va pas passer sa vie là, mais il va acquérir de la compétence, etc. Je ne sais pas quel âge il avait, 27, 28, 27. 2 ans après, il est délégué général du MEDEF de Sèvres. Délégué général, c'est celui qui pilote le MEDEF. C'est pas un petit truc. Donc en fait, donc maintenant il a le grade. Qu'est-ce qu'il va devenir après? S'il a le charisme, il pourra peut-être, comme l'ancien délégué général du MEDEF de Sèvres, aussi diplômé du Masterio, lui est devenu délégué général du MEDEF d'Ille-et-Vilaine, qui est encore un MEDEF plus important. Donc vous voyez, en fait, ça peut aller très vite. Et peut-être la différence d'ailleurs avec les années 2000 et maintenant, c'est qu'il y avait encore quand même la hiérarchie, le grade, beaucoup plus dans les années 2000. On n'arrivait pas aussi vite. Aujourd'hui, ça peut vraiment aller très très vite. Parce que la société a complètement évolué. Voilà. Donc la stratégie réseau, elle est plus que jamais d'actualité. Pour reprendre une expression qu'on doit au pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur d'aller au contact dans les réseaux. Alors se méfier dans les réseaux de ce qu'on appelle les clics, hein, justement, c'est le petit groupe de 2-3 qui est toujours ensemble et qui sont tellement bien au chaud ensemble qu'il ne sortira pas de là. Ça, c'est une catastrophe. Il y a certainement des choses à faire. Donc, essayez de réfléchir à ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour rentrer dans cette logique de réseau. Même si vous vous sentez un peu timide, c'est pas grave. De toute façon, il y a tellement de timides que vous rencontrerez des timides et puis c'est comme ça que les choses vont se lancer, il n'y a pas de problème. Alors on s'est dit que pour aller au dernier stade, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on fasse une sorte de petit exercice à partir d'un point qui est sans stratégie, quelle valeur ajoutée du réseau. C'est-à-dire que dans la stratégie réseau, on avait formulé une proposition d'étapes par lesquelles on passait quand on voulait mener une stratégie. Et puis là, après y avoir longuement réfléchi, on s'est dit on pourrait peut-être formuler les choses autrement aujourd'hui. Et puis se dire, bon, non plus partir du projet, mais dire aujourd'hui j'ai un réseau. J'ai construit un réseau. J'explique et on est tous d'accord que c'est une très mauvaise formule de dire j'ai un réseau, puisqu'on est propriétaire de rien. Il suffit que vous soyez victime d'un clash sur Twitter et vous avez la moitié de votre réseau qui vous laisse tomber instantanément. Donc c'est une très mauvaise approche de dire j'ai un réseau. Mais bon, aujourd'hui, il y a un réseau autour de vous, avec vous, lié d'une façon ou d'une autre par de la patte humaine avec vous. C'est à la fois un réseau relationnel personnel, c'est à la fois un réseau professionnel, c'est aussi un réseau qui fonctionne que parce qu'il y a un outil au milieu, qui est une plateforme quelconque. Juste une anecdote sur le cyber-réseau, parce que ça fait toujours marrer. L'autre jour, je croise dans Poitiers quelqu'un, ça fait 3 ans qu'on est amis, entre guillemets, sur Facebook. On s'est fait coucou, c'est la première fois qu'on se voyait. Non, mais à force de se voir sur Facebook, en fait, on avait l'impression de se connaître. C'est assez incroyable, les réseaux virtuels, quand même. Hein. Voilà. Oui, ça arrive, bien sûr. Et donc, on s'est dit, il faut voir les choses autrement, en disant, voilà, je suis en situation, quel est le problème que je dois résoudre, ça se situe dans quel champ, quels sont les facteurs de réussite, et puis comment je vais mobiliser, etc. Et on s'est dit, ce serait quand même ballot d'expliquer ça tel quel, alors qu'on a un très joli cas d'étude sous la main, qui serait de dire, et alors le club IE Alumni, on en est où? Que représente aujourd'hui le club IE? Quel est son réseau social, son réseau professionnel? Quel problème doit-il résoudre? Quel est son champ d'action? Alors, finalement, on s'est dit, on va poser la question à la salle pour les aider à réfléchir un petit peu plus loin, parce que présenté par vous, ça a l'air tout carré, tout impeccable. Hein, mais est-ce que... Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on peut peut-être détailler certaines choses dont tu n'as pas parlé, c'est qu'ils n'ont pas encore acheté le livre, mais ils vont pas tarder. Dans le réseau, il y a aussi donc, des facteurs de réussite, et il y a ce qu'on appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, la Dream Team. Il faut avoir une Dream Team. Alors, DREAM, donc c'est en fait D pour les décideurs. Donc dans ce réseau, il faut avoir des décideurs, ceux qui vraiment ont le pouvoir de dire oui, je vous embauche, oui, je vous donne de l'argent, etc. Il faut avoir des relais. Hein, c'est des personnes qui en elles-mêmes n'ont pas un pouvoir, mais si ce n'est celui de vous présenter à quelqu'un ou de relayer l'information, c'est très important. On a les éveillés, eux c'est les éveillés. Alors ça, je ne sais pas pour toi Christian, mais en général il y en a 2 ou 3 par promo, pas qui sont éveillés en classe, hein, mais 2 ou 3. Les éveillés, c'est les gens qui restent en contact avec vous, qui vous balancent des trucs,
sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Tiens, ça peut vous intéresser. Ça, j'ai pensé à vous pour ça. Un ou deux par promo, c'est déjà pas mal. Le A, alors je vais commencer par le M avant le A. Le M, c'est le mentor ou les mentors. C'est des personnes, ça c'est très important les mentors hein, pour les ascensions réseau. Parce que le réseau c'est un ascenseur, hein. Il faut quelqu'un qui vous aide à monter dedans. Et souvent c'est la personne qui vous prend sous son aile qui vous fait monter. Pourquoi? Il vous a trouvé sympathique. C'est comme ça. Parce que le courant passe. Voilà. Ça peut être un prof qui aide un de ses étudiants. Ça peut être, il y a une possibilité. Et après, une fois vous êtes monté, vous avez des ascendants. Les ascendants, donc c'est le A de Dream, c'est ceux que vous avez fait monter. Voilà. En espérant qu'ils vous renvoient un jour l'ascenseur. Bon, en politique, ça ne s'est pas toujours vérifié. Mais, voilà. Et ça, c'est important d'avoir une Dream Team. Voilà. Vous avez eu des exemples dans ce que Nicolas vous racontait depuis le début de ses positions. La position de relais, lorsqu'il relaie une information pour Valentin, pour que Valentin aille assister à quelque chose, l'information qui est donnée par un diplômé qui signale qu'il va y avoir un poste où on cherche, donc le côté éveillé, et puis le fait qu'à un moment donné, on vient là parce que vous êtes tout juste diplômé, vous êtes au début de votre carrière et qu'on a envie aussi de venir appuyer, soutenir votre démarche, et ça c'est le côté ascendant dans lequel on pas des mentors sur ce coup-là, mais enfin on aide pour autant qu'on puisse aider, quoi. Là, le mentor en l'occurrence, ce serait Xavier Mignot qui l'a recruté comme délégué général du MEDEF. Il est appelé à Rennes en Ille-et-Vilaine. Il va voir son président et il lui dit je voudrais que ce soit lui qui prenne la suite. Voilà comment ça se fait. Et bien sûr, il est connu, il est compétent, il est bon. Voilà. Encore une fois, ça c'est important. Moi, puissance nous, c'est-à-dire que votre qualité est importante. Je parle aux jeunes évidemment. Votre qualité est importante, mais votre qualité, si vous n'avez pas de réseau, la puissance nous, ça ne vaut pas grand-chose si vous n'avez pas de réseau. Donc la qualité, c'est nécessaire mais non suffisant. Pendant très longtemps, ça c'est quelque chose qui est disparu, mais dans les tout premiers cours qu'on faisait sur le fonctionnement en réseau, tous les ans, j'avais à peu près 2-3 étudiants qui me disaient « Monsieur, je ne veux pas réussir par le piston, je veux réussir par mon travail ». Ce à quoi je répondais que réseau et piston, ça n'a rien à voir. Le piston, c'est « j'ai les moyens de vous imposer alors que vous êtes nul, mais parce que je suis votre père, votre oncle, etc. Donc tu seras chef d'entreprise à ma place, mon fils, un jour, même si tu es incapable ». Ça, c'est le piston. Le réseau, c'est autre chose, vous avez pu le comprendre depuis le début. Donc, très souvent, on me disait, ben oui, mais moi, je veux réussir par mon travail. Ce à quoi je répondais, mais rassurez-vous, si vous êtes un glandeur, personne n'aura envie de vous soutenir non plus. Donc, l'effet réseau, ça suppose que moi, l'individu, travaille, ait des qualités, et des qualités relationnelles, qu'on ait simplement envie de faire quelque chose, parce que personne ne va griller sa réputation pour soutenir un glandeur. Très, très, très trivial là-dessus. Donc, l'effet réseau, Nicolas le dit, il a raison, c'est puissance nous, sous réserve que moi vaille la peine. Sinon, on ne va pas se donner la peine là-dessus. Donc, c'est une sorte d'échange gagnant-gagnant, prenant-prenant. Je compte sur vous pour, un jour ou l'autre, m'apporter quelque chose, et vous savez que je pourrais vous apporter quelque chose, sous réserve qu'on y trouve tous notre compte. Et il n'y a pas de problème à avoir cette logique-là. Tout le milieu professionnel fonctionne sur la logique réseau. 3/4 des emplois, d'après l'APEC, hein, pas nous, 3/4 des emplois, c'est par cooptation. C'est normal. Imaginez, vous recevez 1000 CV. Vous faites comment pour traiter 1000 CV? Avec que des masters. Voilà. Oui, une IA, ouais, c'est ça. C'est un exemple que je reprends souvent. C'est par rapport, en fait, si jamais vous vous retrouvez en concurrence avec d'autres candidats sur un poste, imaginez que votre recruteur vienne de l'IAE et de votre formation. La seule chose que ça va changer, à niveau égal, c'est que vous avez fait le même master. Éventuellement, vous êtes coopté également par un des professeurs qui vous a vu aussi. Moi, par exemple, pour recruter un candidat, je vais peut-être contacter un professeur et dire comment il travaille. Si j'ai l'aval de cette personne, ça a un effet super fort pour votre candidature. Et ne serait-ce que aussi qu'on sait que le master IE, c'est une bonne formation qui est reconnue en France. On va partager certaines valeurs, certains enseignements. Ça fait la différence entre deux profils dans lesquels on hésite. Donc c'est aussi pour ça que je vous invite à faire partie de ce club. Voilà. Oui, tout à fait. Le fait d'avoir connu un parcours commun, d'avoir appris des choses ensemble. Je me souviens d'une visite d'agence de communication à Poitiers. C'était un de nos anciens étudiants qui avait un poste intéressant. Donc je vais visiter, découvrir l'agence. Et je rencontre à un même moment 2 diplômés de la formation en communication, mais diplômés à 4 ans d'intervalle. Donc ils ne s'étaient jamais vus.
Je discute avec le premier, je discute avec le second et je dis à chacun, mais vous savez que vous sortez de la même formation. Il se trouve qu'ils étaient en contact professionnel, l'un vendait des prestations, l'autre les achetait, qu'ils étaient dans une relation commerciale classique. Du moment où ils ont su qu'ils étaient passés par le même parcours, ils ont commencé à se tutoyer et ils ont papoté avec un verre à la main pour échanger des tas de souvenirs sûrs. Ça a complètement changé la relation parce qu'il y avait quelque chose il y avait un vécu commun. Donc moi je crois qu'un bon diplômé de l'IAE qui a l'occasion de recruter, s'il a en face de lui 2 candidats, un très bon et un moins bon, hypothèse d'école, ça n'arrivera pas, mais un moins bon qui vient d'autre formation, il ne vous prendra pas parce que vous avez fait la formation. Mais à un moment donné, si à égale qualité, il sait mieux ce que vous avez connu, par où vous êtes passé, et il aura l'envie. Il aura l'envie de parier sur vous. Mais par contre, vous, ça vous engage sacrément aussi, parce que derrière, il a fait le pari de vous parce que vous aviez fait la même formation. Donc tout le monde y trouve son intérêt à un moment donné, mais c'est un vrai engagement, à la différence du piston qui est du n'importe quoi. Alors, évidemment, il y a la Dream Team, il y a les facteurs de réussite, il y a le fait qu'on peut s'appuyer sur d'autres réseaux et qu'il faut donc se poser la question, est-ce que je vais ou pas dans ces réseaux? Parce que vous pourriez vous poser la question, finalement, c'est pas cher, c'est pour la vie, il y a de bonnes raisons, mais est-ce que ça vaut le coup que j'y aille? C'est toujours une vraie question. Et il faut dire ça en particulier aux boulimiques du réseau, ceux qui veulent être partout. Parce que quand on est partout, on finit par être nulle part. Les choses sont simples. Si vous entrez dans un réseau en disant « Ok, j'ai payé ma cotisation, maintenant relax, je vais recevoir plein d'infos et d'opportunités », ce n'est pas la bonne logique. La bonne logique, c'est de dire « Et moi, qu'est-ce que je peux apporter ? Sous quelle forme je peux apporter quelque chose ?» Sinon, ça n'a pas de sens. Et tout montre qu'entre 2 personnes qui sont inscrites directement dans un réseau, l'une étant active, apportant, contribuant, et l'autre se contentant d'attendre que les opportunités tombent, il n'y aura pas photo à l'arrivée. Je ne sais pas quand, mais il y en a forcément un qui va mieux réussir grâce au réseau parce qu'il aura donné aux autres. Ce n'est pas un fonds de pension à rentabilité trimestrielle, ce n'est pas parce que vous passez du temps et que vous donnez aujourd'hui que forcément dans les 3 mois, ça va tomber. Mais vous développez une façon d'être avec les autres. Et cette façon d'être, elle va finir par un moment ou un autre par trouver un écho en face. Et c'est ça qui est important, l'écho que ça va générer en face. Oui, dans un réseau, il y a un coup d'entrée et un coup de sortie aussi. Ça, c'est un truc qu'on oublie souvent. Quand on dit oui, il est dans tous les réseaux, mais être dans des réseaux, puisqu'il faut faire notamment de l'activisme, il faut quand même être présent aux réunions, il faut éventuellement, il y a des réseaux d'entrepreneurs, par exemple comme le CJD, pendant un exemple, où il y a du travail en groupe, il y a des commissions, ou la Jeune Chambre économique ou d'autres. Ça va vous demander du temps de travail, ça prend du temps. Donc de toute façon, il y a un coup d'entrée qui est assez important, et il y a un coup de sortie qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que vous rentrez dans un réseau un peu par cooptation, mais sans vraiment être en phase avec ce réseau. Ça ne se passe pas bien, vous n'entendez pas avec les personnes, vous ne travaillez pas, alors vous vous êtes engagé sur des projets puis vous ne le faites pas, vous vous grillez en fait. Et vous allez vous faire éjecter du réseau plus ou moins gentiment, mais le réseau, lui, justement, c'est un réseau. C'est-à-dire que ça va se savoir. Donc il ne faut jamais oublier ça, coup d'entrée et coup de sortie. Il ne suffit pas de dire, tiens, allez, je vais essayer d'infiltrer tous les réseaux. C'est beaucoup plus complexe que ça, hein. C'est de la patte humaine, donc il faut vraiment avoir une stratégie, il faut faire attention. On peut se brûler les ailes. Oui, sinon, ça s'appelle du tourisme réticulaire, c'est-à-dire je passe de réseau en réseau et je laisse une très mauvaise empreinte carbone finalement dans le réseau où je suis passé parce que je n'ai pas construit grand-chose. Alors si pour terminer, on reprend un petit peu cette logique-là, la première question, mais ça ils se la sont posés finalement en la créant, c'est mais qu'est-ce que ça peut représenter un club IE? Parce que alumni IAE de Poitiers, c'est énorme, c'est potentiellement énorme. Qu'est-ce que je représente moi? Qu'est-ce que je peux apporter à un alumni d'autant de personnes, surtout si ça n'est qu'une plateforme? Donc l'idée de créer un club IE, c'est l'idée de dire dans tout cet ensemble qu'il y a quelque chose de commun qui est d'être passé par un institut qui accorde de l'importance à certaines choses, à la qualité de la formation, etc. Oui, mais j'étais d'abord étudiant dans ma formation. Et donc, je peux me sentir une proximité plus grande, en tout cas pour commencer avec les gens de ma formation. Donc, le club IE doit permettre ça. On sort d'une formation, on est certes diplômé, mais on est des diplômés d'une formation et on voudrait garder cet échange. Alors,
On veut ou on ne veut pas. Vous êtes libre aussi de ne pas vouloir en faire quelque chose après. C'est votre droit, bien sûr. Quel est le problème à résoudre pour le club alumni? Quel est votre problème à résoudre? Se faire connaître. Se faire connaître et convaincre. Se faire connaître pour que des gens aient envie d'adhérer, parce que si on ne vous connaît pas, on n'en viendra pas, et convaincre que ça a du sens d'y aller, et qu'on peut s'engager. Donc ça, c'est le problème. Donc toute leur stratégie, et on l'a vu, ils ont des étapes, ils ont des réunions, etc., c'est de se faire connaître et de convaincre. Le champ d'action, alors pour le coup, c'est très simple, c'est que les diplômés. Que les diplômés de la formation. C'est un atout, ou futurs diplômés. C'est un atout, parce qu'il y a une cohérence interne, c'est aussi une limite, parce que ça peut marquer des choses. Les facteurs de réussite. Bon, allez, donnez-moi, quels sont les facteurs de réussite? Il y en a quelques-uns qu'on a bien sentis à travers ce qui a été présenté. Ouais, la création d'événements. Les occasions de rencontres réelles. C'est ça qui va mettre du plaisir. Parce que franchement, alors, je ne sais pas, vous êtes, Nicolas disait, vous êtes des enfants de l'Internet et des réseaux sociaux. Franchement, au bout d'un moment, passer sa vie dans des apéros 2.0, bon, ça va bien quand on n'a pas le choix, mais voilà. Bon. Donc, des événements. Parce que les événements réchauffent les relations, les événements permettent de rencontrer des gens. Il y a de très nombreuses années de ça, on nous avait demandé de réfléchir pour le département sur un certain nombre de sujets. Et une des choses qu'on avait dit, c'est méfiez-vous, chercher des références de bouquins sur Internet, c'est pas la même chose que de se balader dans une bibliothèque ou dans une librairie. Sur Internet, on va avoir tendance à chercher plutôt ce qu'on trouve, parce qu'on va mettre des mots-clés. Alors que dans une librairie, dans une bibliothèque, en se baladant, on peut aussi trouver des choses qu'on n'a pas cherchées. Alors, il y aura peut-être un petit peu de sérendipité, si vous voulez, derrière, mais quand même. Et l'intérêt de ces rencontres, c'est aussi de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et de passer cette barrière-là. Et c'est extrêmement important. Donc, facteur de réussite, sans doute organiser des événements. Deuxième chose, communiquer, ce qui va permettre les événements et d'entretenir le lien entre les événements. Et puis, votre capacité à réunir des énergies, avoir des gens qui veuillent s'engager et que dans les nouveaux diplômés, il y a des gens qui viennent prendre leur part aussi. Donc, il y a cette pérennité de l'action. S'il n'y a pas de pérennité dans l'action, forcément... alors, ils auront besoin de vous bientôt, parce que là, ils y sont, ils s'engagent, mais ils auront besoin aussi que d'autres s'engagent là-dedans. Et puis, il y a d'autres éléments. Alors, qui peut jouer? Nous, de temps en temps, globalement, alumni à eux, qui peut relayer les informations? Tout le monde. S'il y a de l'information à partager, vous êtes tous capables de partager cette information et de nourrir les échanges, bien sûr. Bon, alors la stratégie réseau, elle commence ce soir. Je me souviens d'avoir discuté un jour avec un collègue qui m'a dit, moi, je ne bois pas de café, non, puis ça ne m'intéresse pas, les moments autour d'un verre de l'amitié, ça ne m'intéresse pas. C'est légitime, je n'ai rien contre ça. Sauf que, quand est-ce qu'on commence une stratégie réseau? En gros, c'est au moment du pot de l'amitié, non? Ouais, c'est à peu près ça. Bon, alors là, vous en sortez bien parce qu'on n'a pas de bouquin à vendre. Donc, on n'essayera pas de vous faire de la promo. Donc, pour dire, vous n'avez aucun risque à venir discuter avec nous. On ne vous obligera pas à l'acheter avant de repartir. Partout. Sur VA Édition, bien sûr. Allez, je vous les remets parce que je vous avais posé la question tout à l'heure, il n'y en avait pas un qui savait. Quand je pense que je m'étais dit, c'est la question banco et la question super banco. Allez, enregistrez-les. Et puis maintenant, on a le droit de... Ouais, on peut boire quelque chose? Non, mais allez. On peut peut-être faire des questions-réponses. Voilà, parfait. Parce qu'on a des anciens, là. On a même de la deuxième promotion du master. Une question de Vincent Lecas. On a balancé le nom, ça y est. Petite question, pourquoi le Brésil a traduit le livre et pas un autre pays et voilà. Ça, c'est les opportunités. C'est les rencontres. C'est rebondir sur des opportunités. Il se trouve qu'un de nos collègues, Pierre Fayard, qui a dirigé la thèse de Nicolas, qui a créé le master,
qui a créé le DESS avec Guy Massé, etc., il se trouve qu'il avait des accointances avec le Brésil, qu'il aimait bien le Brésil. Et donc, aimant bien le Brésil, il est allé à la rencontre du Brésil, des universités brésiliennes. Et donc, il a fini par rencontrer des gens, y compris des gens qui avaient envie de faire une thèse de doctorat. Et donc, là, Cristina Fachinelli est venue faire sa thèse ici. Et nous avions sous la main quelqu'un qui s'intéressait au sujet et qui volontiers voulait reprendre le livre parce qu'elle trouvait que c'était dommage de ne pas le partager dans la langue de son pays. Et c'est elle qui l'a emmené et qui l'a traduit là-bas. Et si vous cherchez sur google.br, c'est assez étonnant, stupéfiant le nombre de références à cet ouvrage sur lequel on n'a pas gagné un centime. Enfin, d'habitude, on ne gagne rien avec nos livres. Sinon, on serait riche, on ne serait pas là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être des remarques? On Tout a le des monde a anciens, pris ils fond. veulent peut-être intervenir, non? Nicolas ou Stéphane ou Olivier. Alors, qui n'est pas un ancien, mais qui est un homme, qui est un stratège réseau. C'est bien noté. Oui, moi je dirais il se construit aussi. Mais... Oui, oui, ouais, tout à fait. Non, non, mais... Non, mais Neuschwander, ouais, tout à fait, je connais de nom. Ouais. Est-ce que nos anciens veulent prendre la parole, non? Stéphane, Nicolas, pas vous obliger, hein? Oui, donc Stéphane Martin, deuxième promotion du... Oui, oui, deuxième promotion quand même du master. Donc 1997-98, c'est ça? 98, oui, Ouais. 98. Justement, en 98, on a en fait lancé Métis, on était 4. Nicolas, tu t'en rappelles, je pense. Métis, pour qu'ils sachent, c'était le nom de l'association à l'époque des diplômés du master. La Métis, Enfin, vous connaissez, c'était un la DESS à déesse de la l'époque. ruse. Voilà. Métis avec un E accent grave. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, notre présidente était métisse, jeu de mots. Christelle, qui est au Mans. D'ailleurs, vous pouvez la contacter, elle sera très contente de vous aider. Si vous cherchez Toujours à la chambre de commerce de... Le Mans. du Mans, ouais, c'est ça. Elle était à Angers auparavant. Mustapha, lui, qui était donc le troisième larron, se retrouve prof de sciences éco et de philosophie. Et il est au Bahreïn. Non, après le Bahreïn, il est passé. Non, il est à Manille. Il est à Manille. Et puis, le quatrième, c'était Jérôme, qui avait fait... On avait 4 personnes à l'époque qui étaient en stage chez EDF. Vous voyez, une EDF, petite entreprise. Je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais je le retrouverai. Et Jérôme, lui, il fait
et dans les systèmes d'information. Il est consultant, voilà, pour les sociétés qui ont remplacé les SS2I. Je ne sais plus, comme j'ai vécu à l'étranger, j'ai un peu perdu mon français, je suis désolé. Et donc Métis, on l'a créé en organisant, justement on parlait de qu'est-ce qui va faire que ça va réussir. Ben, on a créé un événement. C'était le premier colloque sur l'IE et les PME qu'on a fait dans le bâtiment qui est en train de pourrir là. Le Nénuphar. Le Nénuphar. Qui va être relancé, qui va devenir oui, un... on ne sait pas ce que ça va devenir. C'était l'Institut de la prospective. L'Institut international de la prospective, le 2IP. Olivier, voilà. Ça va devenir quoi? C'est Robuchon, c'est pas ça, non, le Nénuphar? Peut-être que ça sera une école, ouais. Ça va devenir l'école c'est ça, de cuisine, ouais. Je demande à Olivier parce qu'il sait tout, hein, c'est pour ça. Ouais. Surtout sur les réseaux, apparemment. Enfin, sur les réseaux locaux, en tout cas, ouais, ça c'est clair. Ouais. Ça dépend s'il y a un changement de majorité. Mais Métis, donc, elle a vécu sa belle vie. Les premières années, on a réussi, grâce à toi, Nicolas, quand tu as pris la direction du DES, avant que ce soit le master, de passer le flambeau. Et aussi grâce à Pierre, donc P3, P4, P5, ça n'a pas trop mal marché. En plus, moi, j'étais intervenant pendant presque 10 ans, c'est ça, à peu près, au sein de la formation. Et puis, il y a eu un gros trou. Voilà, manque d'engagement. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça s'est perdu jusqu'à la P9, P10. P10 d'ailleurs. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est un moment où j'ai arrêté de donner des cours. Mais bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas moi. Hein. Et finalement, on est venu me rechercher après quelques années. On a essayé de remonter le truc avec Thierry de Simer, que vous connaissez, qui est un spécialiste du renseignement humain. Voilà. Ben non, je l'ai eu comme élève aussi, donc oui, c'est ça. Et puis, on a essayé de le créer de manière virtuelle, en créant un groupe LinkedIn. D'ailleurs, ça pourra peut-être servir à Club IE d'Alumni. On a pas mal de gens sur LinkedIn déjà, donc Métis pourrait devenir Club IE Alumni. Enfin, on pourrait vous passer tous les gens. Ça, c'est un bon moment, un bon moyen de contacter des anciens. Et puis après, il y a eu CLIE, etc. Donc voilà. En tout cas, c'est sûr que l'engagement, c'est les 3 choses que tu as dit, hein, Christian. Finalement, c'est vrai, hein, se faire connaître, créer des événements. Et puis, l'engagement, pérenniser ce club. J'ajouterais juste, est-ce que vous avez benchmarké par exemple, il y a un fameux club IES de l'IAE de Paris. Alors pour répondre, oui, on a benchmarké et on a même pu rencontrer Jérôme Bondu. Donc voilà, pour le coup, oui, un petit peu. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais ça, on se laisse un peu le temps de la réflexion aussi, mais on y a pensé, oui. Peut-être, je pense, une dernière question, parce qu'après le traiteur s'en va à 21h et on a faim, donc je crois que tu avais une question. Alors bonsoir. Dans l'idée de Hobbes qui nous dit que la réputation d'un pouvoir est un pouvoir, et pour faire écho à la parole de Machiavel qui nous dit « gouverner, c'est faire croire », je voulais apporter à vos visions éclairées, est-ce que cette approche du réseau, notamment quand on débute, je pense, pour nous jeunes et moins jeunes, mais principalement pour nous jeunes, est-ce que faire miroiter un réseau qui est plus important qu'il ne l'est réellement peut nous ouvrir des portes qui nous auraient été fermées? Est-ce que vous commencez à saisir ou je continue l'explication? Donc Hobbes, la réputation d'un pouvoir est un pouvoir, et le contraire est vrai, c'est-à-dire qu'un pouvoir sans sa réputation n'est pas un pouvoir, comme quand notre président Macron a dû dire au début de son quinquennat « Je suis votre chef », au moment de Pierre de Villiers et de sa démission. Donc quand un chef doit réaffirmer qu'il est le chef, c'est que malheureusement ça ne tombe pas sous le sens. Oui, alors votre question est tout à fait intéressante et les références sont évidemment des références qui nous questionnent. Je crois que, je n'ai pas le sentiment qu'on a fait miroiter quelque chose de spécifique.
Notre idée, c'est juste de dire, c'est pas parce qu'on a 22 ans et qu'on n'occupe pas aujourd'hui, qu'on n'a pas aujourd'hui un pouvoir particulier, qu'on doit s'abstenir d'entrer dans la logique réseau. Parce que c'est quelque chose qui se construit dans le temps et qu'on a des arguments, on les a évoqués, qui sont les compétences dont on peut peut-être se prévaloir. Alors, toujours avec un peu de modestie. On n'arrive jamais dans un réseau en disant, les enfants, vous êtes gentils, mais moi je viens d'être diplômé, j'ai des idées neuves, je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc il y a toujours cette logique-là. Mais quand même, on a des arguments à mettre. Donc je pense que c'est quelque chose de très personnel, la logique réseau. Nous, ce qu'on met en évidence, c'est qu'il y a quand même une forme de, c'est pas le bon mot, mais j'en trouve pas de meilleur maintenant, une mécanique. Il y a des mécanismes qui fonctionnent. Il y a des choses qui ont fait leurs preuves. Dans les choses qui ont fait leurs preuves, il y a par exemple le compagnonnage, il y a le fait d'être soutenu par quelqu'un, le fait de donner envie à quelqu'un de vous aider ou de ne pas lui donner envie de vous aider. Ça, avec le temps, on vérifie. Ça fonctionne, ça dépend de la façon d'être de chacun, mais ça peut fonctionner. Donc notre objectif n'est pas de dire vous allez être les rois du réseau. Ça, c'est. Enfin, on connaît quelques rois du réseau qui ont été très très vite déboulonnés pour une raison extrêmement rapide. C'est pas de dire ça, c'est de dire allez-y. Il y a eu à une époque des réunions qui s'appelaient Oser Réseau. Osez y aller. Il faut y aller en ayant la conviction de ce qu'on peut apporter et en ayant le savoir-être avec les autres. Ça, c'est essentiel. En gros, il y a des gens avec qui on n'aura jamais envie de faire quoi que ce soit parce que c'est une affaire de tripes et qu'il y a des gens avec qui on n'a pas envie. Et puis, il y en a d'autres avec lesquels ça va se faire tout seul. Je voudrais juste donner peut-être un exemple là-dessus. Il m'est arrivé de faire une conférence à HEC Paris sur ce thème-là, en expliquant d'une certaine façon un peu ce qu'on a pu présenter ce soir, et dire le réseau, c'est quelque chose qui se travaille entre personnes qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Et j'ai vu arriver quelqu'un à la fin qui m'a dit, est-ce que vous voulez bien me donner vos visuels? Et j'ai répondu, qu'est-ce que vous m'offrez? Il m'a dit, je vais vous remercier. Si vous êtes gentil, moi j'ai bossé 15 ans pour produire ça, vous m'offrez vos remerciements, je ne doute pas de la sincérité de vos remerciements, mais je n'y trouve pas mon compte. En fait, j'en avais rien à faire, j'aurais pu lui donner mes visuels. Il ne s'est rien passé. Et le lendemain, j'ai reçu un courriel d'une étudiante disant, écoutez, j'ai suivi votre conférencière, je l'ai trouvée très intéressante, il faut toujours commencer par là. Donc tout à l'heure, si on discute ensemble, dites-nous qu'on vous a dit des choses intéressantes, ça nous mettra en bonne disposition. Surtout, je vais passer à Poitiers. Si je peux vous rencontrer, j'aurai des cadeaux pour vous, mais je voudrais aussi vous poser des questions. Et donc on s'est retrouvés à Poitiers. Elle m'a offert le thé, ce qui est quand même une façon de soudoyer un universitaire assez gravissime, pour le reconnaître. Je porterai ça toute ma vie comme une tâche sur mon honneur universitaire. Et puis surtout, elle m'a dit, je vous ai amené l'annuaire des diplômés d'HEC. Et ça, c'est futé. Pour quelqu'un qui bosse sur les réseaux, lui offrir l'annuaire des diplômés d'HEC, c'est lui montrer qu'on a compris ce qui peut effectivement lui être un outil, l'aider, etc. Et à partir de là, je lui ai donné plein d'infos. On a passé 2 heures là-dessus. Donc, c'est juste une question de savoir-être. Pour recevoir, il faut donner quelque chose. Et donc, oui, il peut y avoir un pouvoir du réseau. Il y a des réseaux de pouvoir, nécessairement. À un moment ou à un autre, ce n'est pas possible autrement. Tout pouvoir crée ses réseaux. Et puis, il faut avoir des réseaux si on veut créer du pouvoir à un moment ou à un autre. Je veux dire, Napoléon tout seul, c'est bien gentil, mais Napoléon tout seul, c'est rien. C'est un héros national, mais c'est rien. Le 18 Brumaire, s'il n'y avait pas eu son frère, Napoléon, il était foutu en tôle, c'était fini. Voilà. Par contre, le jour où il a plus son réseau de maréchaux, etc., là, il est très, très, très mal. Et puis les conditions concurrentielles, entre guillemets, ont changé, puisque les façons de faire la guerre ont évolué aussi. Donc, le réseau est un instrument de pouvoir, c'est aussi un moyen d'échapper au pouvoir et d'établir des contre-pouvoirs, si on veut aller sur cette question très juste du rapport entre le pouvoir et le réseau. Bon, merci beaucoup. Bon, si on veut manger et boire, il faut y aller. Merci de votre invitation. Je vais peut-être boucler en 2 points, mais déjà, merci beaucoup. Vous parliez des mentors, je pense que si on a envie de faire perdurer le lien, c'est pas pour rien. Et puis, juste pour vous rassurer, pour participer aux événements du Club IE, vous n'avez pas besoin nécessairement de payer les 20 €. Par contre, non mais je précise parce que voilà, mais par contre, la cotisation alumni vous donne accès à toute la plateforme avec tous les annuaires de promo, les propositions d'embauche, voilà. Donc, mais pour nos événements à nous, vous n'aurez pas besoin de payer les 20 €. Voilà, et bon appétit.